Donc, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'on est face à une génération de musulmans qui sont outillés intellectuellement, politiquement, au niveau du droit, qui sont juristes et qui sont en train de créer ce rapport de force. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Aujourd'hui, on ne peut plus infantiliser toute cette génération de musulmans qui sont en train d'émerger et qui sont outillés sur le plan intellectuel, politique et sur le plan du droit. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum Malika. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdelrahman. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très honoré. C'est avec un grand plaisir pour moi d'être sur Muslim Bakers. Le plaisir est pour moi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, donc bon voilà, mon nom est Malika Hamidi. Donc je suis née en France d'origine algérienne, de parents algériens, et je vis depuis maintenant 20 ans à Bruxelles où je me suis mariée. Et Mhm. donc j'ai 2 filles. Et bah voilà, je tente tant bien que mal de m'engager sur les questions relatives aux femmes musulmanes, mais aussi aux débats de société, toutes les questions qui nous touchent de près ou de loin en tant que musulmane d'Europe. Voilà. Au niveau de mon parcours, bah donc je suis universitaire, donc j'ai étudié d'abord, j'ai fait un LEA, langues étrangères appliquées au commerce international, pour ensuite faire une licence d'anglais. Mhm. Et puis de là, je rentre dans une période de questionnement, à la fois existentiel, spirituel. Donc, je découvre le message spirituel de l'islam. Donc, je reviens à une pratique quotidienne. Donc, j'apprends à faire la prière. Et puis, donc, j'évolue avec toujours avec des questionnements, des découvertes qui me réconfortent en tant que femme, de me dire, donc on est dans les années 90, hein, où on nous renvoie à la figure qu'il n'est pas possible d'être musulmane et citoyenne. Donc une Mhm. réconciliation avec ma foi, une réconciliation avec ma spiritualité. J'entame des études, je termine ma licence d'anglais, puis j'entame des études d'assistante sociale. Donc je fais un DEA, je passe le concours, je suis admise, donc en France c'est sur concours avec 2000 élèves, et puis donc je suis acceptée, et là c'est vraiment l'idée de me dire, on rencontre de gros problèmes dans les quartiers, mais les travailleurs sociaux ne maîtrisent pas les facteurs socio-économiques, mais surtout culturels, que pour gérer les problématiques des populations principalement d'origine maghrébine. Donc je décide de m'engager un petit peu dans le domaine du travail social. Et puis, à l'issue du diplôme d'état d'assistante sociale, je me marie, je viens m'installer à Bruxelles, Mhm. où est installée ma famille. Et puis, à Bruxelles, bah, je me retrouve avec un diplôme qui n'est pas reconnu par la Belgique. Mhm. Et bon, bah, la question se pose de ce que je vais entamer, quels horizons s'offrent à moi, avec Mhm. une licence d'anglais, un diplôme d'État. Donc je me pose des questions sur mes projets professionnels, et puis euh, je me décide à partir sur Lille, qui est à 30 minutes en TGV, pour faire un master en sciences de l'éducation. D'accord. Et c'est là que tout bascule, puisque en, je fais mon master en sciences de l'éducation. Et là, on est en plein dans les débats liés au foulard islamique. Donc c'est vers 2003-2004. Donc ce Oui. que l'on nomme les affaires du foulard. Et je fais un mémoire. Alors non pas sur le foulard, parce que je pense qu'il y a suffisamment de littérature sur la question liée au foulard. Je renvoie à tous les travaux de Farhad Khosrow-Khavar, sociologue, Françoise Gaspard, qui ont qui ont contribué de manière substantielle à cette question. Mais je me Mhm. dis, non, moi, ce que je vais proposer, justement, c'est une autre approche de la question liée au foulard, mais c'est de mettre en exergue, en lumière, ce nouveau profil de femme qui s'inscrit dans cette identité de femme féministe et musulmane à la fois. Je termine ce master avec un directeur de mémoire euh, qui est engagé sur les questions liées à la laïcité, mais avec une approche et une vision euh, plutôt ouverte, d'une laïcité ouverte, Mhm. apaisée, non pas cette néo-laïcité comme la nomme Émile Poulain, une laïcité anticléricale qui voudrait évacuer la visibilité du religieux de l'espace public. Et là, il me met une note de manière à pouvoir aller
en DEA. À l'époque, c'était le DEA, donc c'est ce qu'on appelle le master 2 recherche aujourd'hui. Je fais mon master 2 recherche sur cette question et au cours de ce master 2 recherche, je participe à un colloque à l'UNESCO, le premier colloque sur le féminisme et l'islam, auquel avait participé Alain Grèche. À Mhm. l'issue du colloque, Alain Grèche, qui m'a d'ailleurs fait l'honneur de préfacer mon ouvrage, et c'était tout naturel d'ailleurs pour moi de lui demander de préfacer l'ouvrage, parce que toute cette aventure est née de, de ce conseil qu'Alain euh, avait promulgué à l'époque en 2006. Donc il me dit, Mhm. Malika, question sur islam et féminisme, elle est cruciale. La question religieuse et raciale, qui est éminemment politique en France, fait que nous avons besoin de voix, mais surtout des voix scientifiques et non plus seulement militantes. Vous savez, hein, la scientificité du discours est essentielle, surtout en France, elle est centrale. Donc, quand vous êtes militante et que vous faites des conférences, on ne nous écoute pas avec les mêmes oreilles que lorsque nous avons un doctorat. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mhm. Et Alain me suggère de faire une thèse. Il dit, tu devrais faire une thèse de doctorat sur le féminisme musulman. Alain Grèche, pour situer, c'est un journaliste. Oui, pardon, voilà, ancien journaliste au Monde Diplo à l'époque, et puis qui est maintenant journaliste du média Orient 21. Et là, je me dis, bon, voilà, j'avais une fille, ma première fille en bas âge, je crois qu'elle avait 6 ou 7 ans. J'étais à Bruxelles, donc je réfléchis, j'en parle évidemment au sein de ma famille, parce qu'un projet de thèse, oui, voilà, un projet de thèse, en réalité, c'est un projet de vie. Hein. C'est un projet de Mhm. vie. Quand on a déjà construit une vie familiale, un foyer, il faut une sacrée dose de patience pour toute la famille lorsque l'épouse s'engage dans un projet de thèse. Mhm. Et puis, mon époux m'a clairement encouragée dans ce projet, y compris toutes les personnes. J'ai eu cette chance d'être entourée de personnes qui, au contraire, m'ont dit, mais plus que jamais, ta voix est importante. Et puis, en même temps, pour moi, c'était un formidable cadre intellectuel pour me stimuler, justement, pour lire, pour découvrir, etc. Et là, Alain Grèche me met en contact avec Farhad Khosrow-Khavar, qui est sociologue français, qui a énormément travaillé sur les questions de l'islam de France. C'est un des pionniers qui a travaillé sur la question, ces dernières années a beaucoup travaillé sur les questions liées à la radicalisation, aux violences extrémistes. Et donc, il est à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je dépose un projet de thèse qu'il a accepté. Et je me retrouve donc inscrite en thèse à l'EHESS à Paris, je vis à Bruxelles et je me retrouve enceinte de ma deuxième fille. Donc, autant dire que les premières années de thèse ont été quand même assez compliquées, mais j'ai tenu bon dans le sens où j'ai consacré l'année de la grossesse, eh bien, je l'ai consacrée justement aux lectures. D'où l'intérêt dans ce cas-là d'avoir fait une licence d'anglais, puisque les premières lectures, en tout cas toute la littérature sur le féminisme islamique, c'est surtout en anglais. Je n'ai pas la langue arabe. En français, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Les D'accord. premiers articles sur le féminisme musulman en France, c'est 2007-2008. On a les travaux d'Asma Lamrabet, il y a eu le livre que Zahra Ali avait coordonné, auquel plusieurs intellectuels avaient contribué, mais on n'avait pas encore énormément d'articles, surtout scientifiques, sur le féminisme musulman. Donc voilà un petit peu mon parcours, mais qui est un parcours un peu chaotique si l'on veut, mais qui en même temps, moi, m'a permis quand même de construire ma vie de femme engagée, ma vie d'intellectuelle, mais aussi ma vie de femme et d'épouse. Et ça, pour moi, c'était très important de pouvoir construire, en tout cas de pouvoir voilà, faire ma famille, avoir mes enfants et puis continuer à contribuer à toute cette réflexion qui était en train de prendre de l'ampleur dans le débat français, dans les débats européens. Heu, Pardon, l'objectif, c'était donc de construire une crédibilité pour pouvoir alors avoir une voix qui au puisse porter. départ Au départ, non. Moi, au départ, je suis une militante musulmane. Alors, féministe, comme je dis souvent, j'ai écrit un article en 2004, Islam et féminisme, et tout à coup, on a décidé que Malika Hamidi était féministe musulmane. Alors moi, j'ai un peu la position d'Amina Wadoud, qui disait, eh bien bon, je ne suis pas forcément féministe, mais bon, si ça permet de mieux comprendre la teneur et la substance de mes travaux, pourquoi pas. Bon,
voilà, je pense que toute femme musulmane qui est en accord avec le texte, qui est convaincue que le Coran est porteur d'un message égalitaire, dont le Coran justement est porteur des éléments éthiques et moraux pour une égalité entre les gens, on n'a pas besoin de se définir comme féministe. Nous sommes féminisme à partir du moment où on considère le féminisme comme un projet théorique et politique pour aller vers cette égalité entre les genres. Mais Mhm. on est dans une société où on a besoin de poser des étiquettes. Donc moi, on m'a posé cette étiquette, ce label de féministe et musulmane, pas de souci. Entre guillemets, je joue le jeu, même si profondément, je pense qu'il y a ce travail qu'il faut continuer à faire, de relecture des textes, mais surtout de lutte dans la société civile pour une égalité à l'accès à l'emploi, au logement, etc., etc. Donc toutes les problématiques sociales et politiques auxquelles sont confrontées, auxquelles on renvoie les femmes musulmanes aujourd'hui. Mais disons que je suis, je me présente d'abord en tant que militante. J'interviens énormément dans des associations de femmes. Je donne énormément de conférences. Et tout à coup, c'est vrai que à un moment donné, on nous renvoie quand même en pleine figure que nous ne sommes que des militantes, que c'est important de militer. C'est pour ça que je me considère plus comme une intellectuelle engagée. L'engagement sur le terrain est central et nécessaire puisque moi, je me nourris des réflexions des femmes de terrain pour construire ma réflexion, construire ma pensée. Si on peut parler d'une pensée, je ne pense pas qu'on en soit là. Mais en tout cas, je pars des réalités quotidiennes des femmes musulmanes pour venir avec des outils et pour que nous puissions promouvoir ce travail d'égalité et de justice. Et effectivement, il semblerait, en tout cas surtout en contexte francophone, enfin c'est pas qu'il semblerait, c'est que je l'ai même constaté le jour où je suis devenue docteur, Mhm. ça a changé l'approche que l'on pouvait avoir, tout simplement, même de la question du féminisme musulman ou du féminisme islamique. Au départ, c'est un terme un peu ce qu'on appelle les buzzwords, hein, les termes vedettes que l'on utilisait ici et là. Et puis tout à coup, quand des chercheurs, quand des personnes issues du monde académique ont commencé à s'intéresser de manière scientifique à la question, ben, tout à coup, on nous a pris au sérieux. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, suite à cette thèse, donc tu publies ton livre intitulé Un féministe musulman et pourquoi Voilà, pas. qui est Est-ce que tiré tu pourrais- effectivement de la thèse. Voilà, donc c'est la première partie de la thèse, un féminisme musulman et pourquoi pas. Je tiens à préciser que le titre, c'est une phrase que Christine Delphi a prononcée au Trianon en 2005. Christine Delphi, qui était à l'époque présidente du collectif des féministes pour l'égalité. Euh, nous avions lancé ce collectif de femmes, de féministes d'horizons divers avec des grands noms. De féministes, dont Christine Delphi, qui est, je rappelle, une figure historique du féminisme français, grande amie de Simone de Beauvoir, et Mhm. qui, à un moment donné, trouve la loi de 2004 injuste. Et ce qu'elle défend, ce n'est pas le foulard, mais c'est le droit de pouvoir faire ce que les jeunes femmes souhaitent de faire, ce qu'elles souhaitent faire de leur propre corps. Donc ce n'est pas le symbole religieux qu'elle défend, mais la liberté de conscience, la liberté individuelle, etc. Et donc, nous lançons ce collectif des féministes pour l'égalité où nous avons des tables de réflexion, des manifestations, des conférences, des colloques. Et nous organisons en 2005, donc, et tiré du collectif des féministes pour l'égalité, un autre collectif, Maman toutes égales. Et lors d'une conférence au Trianon en 2005, elle fait une conférence sur féminisme et islam. Et elle termine sa conférence en disant, désormais, un lien inextricable est né entre le féminisme et l'islam, un féminisme musulman et pourquoi pas. Et donc, c'est elle qui a prononcé cette phrase. Et j'ai voulu lui rendre hommage parce qu'une féministe, une figure historique comme Christine Delphi, se poser cette question-là, c'est que véritablement, dans le mouvement féministe mainstream, il y avait des questionnements par rapport à ce nouveau profil de femme qui émergeait et qui allait questionner, qui allait dérouter et qui allait inquiéter. Et là, Mhm. ce qui commence à se passer, c'est que évidemment des femmes comme Christine Delphi sont directement pointées du doigt par celles qui étaient contre la loi, pour la loi. En France, il y a eu un énorme débat là sur 2004 autour du foulard. Il y avait ceux qui étaient pour la loi, celles qui étaient contre la loi, et puis celles qui ne savaient pas trop se positionner. Mais celles qui étaient contre la loi, eh bien évidemment, elles ont tenu un discours extrêmement
ravageur à l'endroit de Christine Delphi, puisqu'on l'a accusée de collaborer avec les islamistes, d'ouvrir des boulevards aux islamistes. Donc elle a payé le prix, y compris à l'époque, je crois qu'elle était au CNRS. Je ne dis pas que ça lui a coûté sa place, mais elle a été fortement critiquée, en tout cas dans la communauté féministe, dans les communautés intellectuelles laïques. Elle a payé le prix fort, tout simplement de collaborer, tout simplement de dire, mais au fond, on est sur une question liée à la dignité humaine, à la liberté de conscience. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a été tant critiquée? Alors, ce que je voulais dire, ouais, je suis désolée, attends, avant, en fait, le bouquin, pour en revenir au bouquin, oui, parce que là, j'ai fait une diatribe sur le titre. Et là, en fait, l'ouvrage, donc moi, j'ai été contactée, une personne, Henry Goldman, qui est un militant engagé sur les questions liées à la Palestine, qui m'a contactée, en fait, et m'a dit, écoute, les éditions de l'Aube aimeraient faire un ouvrage sur le féminisme musulman. Donc, il m'a mis en contact avec eux et je leur ai envoyé le manuscrit. Ils ont tout de suite accroché en me disant que, par contre, étant donné que ce n'est pas une maison d'édition scientifique, même s'ils produisent des ouvrages liés aux sciences sociales, à la sociologie, hein, puisqu'ils ont quand même publié de grands auteurs comme Edgar Morin, ils m'ont demandé de vulgariser mon propos et vraiment d'aller à l'essentiel et de revenir sur la genèse euh, socio-historique du féminisme musulman. Pour eux, ce qui était important, c'est d'expliquer c'est quoi le féminisme musulman, donc en français, en langue française. Donc j'ai repris un petit peu les actrices du mouvement, le courant du féminisme musulman. J'ai expliqué comment il s'articule en contexte français, etc. Et donc l'ouvrage est paru en août 2017 et j'ai la grande joie d'apprendre qu'il sera réédité là le 5 mars 2020, donc il ressortira en format semi-poche. Et voilà, donc c'est bon signe pour l'ouvrage et en même temps c'est signe de bonne santé, j'imagine, par rapport au monde politique intellectuel français. C'est que, en tout cas moi, ce que je souhaitais, c'est que cet ouvrage soit un outil qui crée des ponts, qui euh, qui décrispe les débats liés aux femmes musulmanes, au foulard. De rappeler que les femmes musulmanes sont des femmes musulmanes comme toutes les femmes. Voilà. La Mhm. deuxième partie de la thèse va être publiée aussi. Donc, une maison d'édition est intéressée pour publier maintenant la deuxième partie de la thèse. Voilà. Donc, qui sortirait aussi probablement courant 2020. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à ce titre et à ce livre, est-ce que tu peux nous définir un petit peu qu'est-ce que le féminisme musulman? Bon, alors le féminisme musulman, euh, c'est tout ça. Moi, je m'appuie sur la définition de Margot Badran, qui était chercheur à Georgetown University, une grande figure intellectuelle qui est une des premières à s'être intéressée à la question et à avoir écrit, alors toujours en langue anglaise, et elle dit que le féminisme musulman, c'est un paradigme autour duquel c'est un discours et une pratique qui s'est construit à partir du paradigme islamique. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, c'est c'est vrai, c'est une définition que l'on peut donner lorsqu'il s'agit de proposer, de dire que dans le texte, il y a aujourd'hui le Coran en tant que tel. L'essence du Coran est un message égalitaire, simplement l'interprétation qui en est faite, notamment concernant les versets relatifs aux femmes, à cause d'une subjectivité misogyne, machiste, pourrait nous amener à des interprétations erronées et contre-productives à l'endroit des femmes. Mhm. En contexte, et moi ce que je rajoute, c'est qu'elle s'est intéressée à la réinterprétation du Coran parce que le féminisme islamique, à la racine pour elle, il est ce travail de réinterprétation des textes parce qu'elle s'est intéressée à des communautés dont la vie était impulsée par le Coran. Donc, plus dans les sociétés musulmanes, dont les sociétés sont régies par une constitution musulmane, islamique, etc. Mais quand on parle du féminisme musulman en France, l'appareillage conceptuel sous-jacent au féminisme musulman est différent, puisque la lutte de la féministe musulmane en Europe francophone, il est principalement axé sur une lutte sociopolitique, à savoir une égalité à l'accès à l'emploi, à tous les débats politiques
liées au foulard, à tous les débats relatifs à la politisation du corps des femmes, puisqu'en France, on est véritablement sur un débat relatif à la politisation du corps des femmes. Si on nous ressort le débat sur le foulard, là, il y a quelques mois en France, c'est qu'on sait, en temps de crise, le corps de la femme a toujours été un champ de bataille. Et là, en France, on est actuellement dans une crise terrible. Donc, on nous ressort les affaires de foulard comme si c'était la priorité des Français. Donc, le féminisme musulman en France, ce sont surtout des femmes qui se réapproprient en réalité les concepts liés aux droits humains, les concepts liés au genre, pour dire nous avons la possibilité aujourd'hui de concilier cette identité de féministe dont le projet est de construire cette égalité entre les genres qui est absolument compatible avec notre spiritualité, qui n'est pas contraire au féminisme, qui n'est pas l'antithèse du féminisme, et donc le féminisme musulman n'est absolument pas un oxymore à partir du moment où ces deux identités de féministe et de musulmane s'approprient et lorsque ces deux identités sont en fait vécues et portées de manière libre et réfléchie. D'accord. Donc, si je comprends bien, le féminisme, parce qu'on pourrait le comprendre de plusieurs manières différentes. On pourrait très bien parler de féminisme en comparant les droits des femmes musulmanes versus les hommes musulmans. Mais là ce dont tu nous parles, ce sont les femmes musulmanes versus les hommes, de manière générale. Exactement. Et les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'islam est une spiritualité, est un mode de vie que des femmes adoptent, elles souhaitent être respectées avec le respect de ce mode de vie et de cette spiritualité. Aujourd'hui, le problème du mouvement féministe mainstream, c'est qu'on considère le paradigme religieux comme un carcan oppressant. Quand tu dis on, ce sont les féministes, les mouvements féministes. Alors, c'est vrai qu'on souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on amène toutes celles qui ont une vision anti-religieuse, une vision, en tout cas, qui considère la religion comme oppressante. C'est principalement dans le mouvement. Alors, c'est délicat de les nommer parce que c'est délicat de les nommer tout simplement parce que parmi elles, on a aujourd'hui des féministes qui étaient anti-religieuses et qui ont toujours un problème avec la religion, mais qui considèrent que si la religion, la spiritualité, aujourd'hui, est en mesure de libérer des femmes utilisent le religieux comme un outil que pour se libérer, eh bien, tant mieux. Il y en a d'autres qui, pour elles, le débat est clos. Il n'y a même pas possibilité de débattre. Et ça, c'est valable dans tous les courants de pensée féministes. Vous avez différents courants de pensée féministes, égalitaristes, marxistes. Vous avez toute une série de courants au sein du mouvement féministe français et au-delà. Mais parmi elles, au sein même de ces différents courants, nous avons aujourd'hui des intellectuels féministes qui élèvent la voix et qui disent non, mais au fond, si elles se sentent libres, si la religion, le fait de se réapproprier les outils religieux leur permettent d'aller vers cette égalité pour laquelle nous nous battons, eh bien c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'en contexte français, il y a un tel problème avec le religieux que c'est difficile de faire passer ce message. Maintenant, il faut rappeler aussi qu'il y a toute une tradition du féminisme religieux, le féminisme musulman, j'ai envie de dire, n'est qu'un pendant du féminisme religieux. Moi, je me souviens qu'en 2008, 2007, 2008, au Canada, je parlais de féminisme musulman, ça ne crispait pas autant qu'en France. Mais parce que au Canada, il y a énormément de féministes chrétiennes qui ont pignon sur rue, qui ont des départements de recherche dans les universités, et on n'en fait pas tout un tapage. Il faut savoir qu'il y a véritablement une spécificité française. Maintenant, je dis pas, les débats français, malheureusement, ont des impacts au Canada, comme en Belgique ou en Suisse d'ailleurs. Mais le féminisme musulman, qui est à classer parmi les féminismes religieux, n'est pas nouveau en soi. On parle déjà depuis les années 60-70. Et je renvoie à tous les travaux d'une Marie-André Roy, d'une Denise Couture, qui sont des intellectuels, professeurs à l'Université de Montréal, et qui travaillent sur le féminisme chrétien. Et ça ne crée pas autant de levée de bouclier que lorsque nous parlons du féminisme musulman. D'accord. Je ne sais pas si on peut rentrer cette répulsion du voile, Oui. du port du voile dans l'islamophobie.
Oui, de toute façon, évidemment que c'est surtout ce symbole religieux. De toute façon, lorsque l'on regarde tous les rapports européens, et notamment les derniers rapports qui mettent en évidence que les principales victimes de l'islamophobie, ce sont les femmes, surtout les femmes voilées. On est passé d'une violence symbolique de la loi à une violence physique. Vous avez des cas maintenant où des jeunes femmes se font arracher le foulard. Heureusement, ça reste des cas très minoritaires, ou même des assassinats. Rappelons-nous cette femme qui s'est fait assassiner en Allemagne en plein tribunal devant son mari et ses enfants. Donc on est vraiment passé à une violence physique. Et ce qui est répulsif, comme tu le disais, c'est bien la vue d'un foulard qui est vraiment le symbole de l'oppression par excellence des femmes. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu as étudié un peu l'histoire de cette révolution? Comment c'est venu? Alors, je pense que ça peut remonter, on peut, lorsque l'on parle aujourd'hui de la répulsion du voile, on peut faire un lien, comme le faisait Ouria Boutelja et d'autres, sur l'histoire coloniale de l'Algérie. Et Frantz Fanon, qui est un psychanalyste d'origine martiniquaise, qui était impliqué dans les luttes anticoloniales en France, le rappelait. Il disait, si vous voulez déstructurer un pays, il faut d'abord s'en prendre aux femmes. Et c'est là où nous avons eu cette fameuse scène des dévoilements en 1958 sur la place d'Alger. Pour libérer la femme, on est toujours sur l'ordre de la symbolique. Pour libérer la femme, il faut lui arracher son foulard. Et pour en réalité toucher l'homme musulman, il faut s'en prendre à sa femme. Donc on voit bien là qu'il y a toute une histoire relative à la colonisation, à l'époque de la colonisation, qui nous permet de comprendre encore en France aujourd'hui pourquoi il y a un problème vis-à-vis du foulard et qui est en réalité lié au fait que la France n'a toujours pas terminé de régler ses comptes avec l'Algérie. La colonisation n'est toujours pas terminée dans la tête d'une certaine classe politique et intellectuelle en France. Donc, il faut revenir effectivement à toute cette histoire, l'histoire de la France, aux relations de la France avec avec son passé colonial. C'est un peu moins prégnant en Belgique parce que nous, en Belgique, la Belgique est un pays confessionnel. La religion musulmane a été reconnue en 1975. Nous avons nos mosquées, les enfants ont cours de religion islamique dans les écoles. On a je dis pas qu'il n'y a pas d'acte d'islamophobie. Je renvoie au CCIB, qui est un peu le pendant belge du CCIF et qui travaille sur tous les actes islamophobes, qui monitore tous les actes islamophobes ici en Belgique. Il y a de l'islamophobie, mais je ne pense pas que nous ayons atteint le niveau belge. Nous avons des femmes députées voilées dans le Parlement fédéral belge, ce qui est inimaginable à l'Assemblée nationale française. Nous avons un rapport au religieux qui est plus apaisé parce que nous sommes dans un royaume dont le roi appartient à la religion catholique. Nous avons des écoles catholiques, des écoles musulmanes qui sont reconnues aussi par l'État. Donc, j'ai envie de dire que l'histoire de la France à l'endroit de l'islam est une histoire unique, singulière, liée à son passé colonial et qui est en même temps pointée du doigt. Vous savez, quand vous êtes au Parlement européen et que nous débattons avec les députés, c'est assez incroyable de voir qu'il y a moyen de parler d'un islam européen, de féminisme musulman avec des députés de différents pays européens. Nous avons toujours une crispation des députés français. Je me souviens d'une conférence que j'ai donnée au Parlement européen sur féminisme et islam, c'était en 2014, je crois, où les députés, j'ai su à l'issue de cette séance parlementaire que les députés français ont envoyé un mail pour demander aux autres députés de boycotter la séance parce qu'une femme voilée allait faire un exposé en séance plénière. Quand même ça. Donc c'est quand même fou, oui. Puis de toute façon, l'ONU a pointé du doigt la France, a condamné la France par rapport c'est un pays qui a quand même qui agit contrairement aux valeurs des valeurs justement qu'elle prétend défendre. Et donc le fait aussi que nous ayons aujourd'hui des acteurs, des actrices qui sont en train de s'approprier justement toute cette rhétorique liée aux droits humains. Donc les outils que les opposants au foulard utilisent pour dénoncer le foulard sont repris de la même manière par ceux qui voudraient défendre le droit de vouloir porter le foulard, à savoir les outils liés aux droits humains.
Donc c'est intéressant et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et c'est la même chose avec le féminisme. Aujourd'hui, lorsque des jeunes femmes musulmanes utilisent l'appareillage conceptuel du féminisme pour revendiquer le droit de porter le foulard, eh bien, elles mettent en déroute les féministes en face qui utilisent ces mêmes arguments pour leur dire mais non, votre foulard, il vous oppresse. Donc ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'on est face à une génération de musulmans qui sont outillés intellectuellement, politiquement, au niveau du droit, qui sont juristes et qui sont en train de créer ce rapport de force avec ceux qui sont face à eux et qui voudraient justement les renvoyer à la maison, qui voudraient les infantiliser. Aujourd'hui, on ne peut plus infantiliser toute cette génération de musulmans qui sont en train d'émerger et qui sont outillés sur le plan intellectuel, politique et sur le plan du droit. Mais le problème, c'est qu'on ne donne pas forcément la voix à ces personnes, hommes ou femmes musulmanes, ou qui défendent les Oui, causes. mais exactement. Et c'est là où les réseaux sociaux ou des podcasts comme le tien sont en train de jouer un rôle majeur. D'ailleurs, au sein des communautés des femmes musulmanes, elles le disent. Elles le disent finalement, les réseaux sociaux sont des outils de communication exceptionnels qui contribuent à notre empowerment, qui contribuent à notre agency. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes musulmanes du monde entier aujourd'hui, et les hommes, alors attention, pour moi, je le dis et je le répète toujours, la question de la femme musulmane est une question d'homme. Je ne promeus pas un féminisme musulman ou des féminismes musulmans contre les hommes. Moi, les méthodes d'approche que je connais sont proposées par des hommes. Donc le féminisme musulman, ce n'est pas un courant contre les hommes, loin de là. C'est hommes et femmes ensemble pour plus de justice sociale et pour une égalité entre les genres. Ça, il faut le rappeler. Et la deuxième chose, c'est que effectivement aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des outils de libération, d'autonomie, de résistance formidables pour les femmes musulmanes. Et d'ailleurs, je vais même plus loin. Darahman, aujourd'hui, il faut regarder ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux. Et je le disais dans le nouvel avant-propos de mon ouvrage. Aujourd'hui, on est à l'aube d'un post-féminisme musulman. On est à l'aube d'un féminisme musulman 2.0. Ce sont des femmes qui aujourd'hui disent on ne s'enferme plus, on ne s'emprisonne plus dans cette identité religieuse. Le débat, il est clôturé. Le débat, il est terminé. On n'a plus besoin de prouver qu'on peut être féministe et musulmane. Je le disais à la RTBF la semaine dernière. Ça, c'est un débat francophone, français et belge. Dans le monde anglo-saxon, ça fait 20 ans qu'on parle de féminisme musulman et on n'est plus du tout à se demander s'il est possible d'être féministe et musulmane. Il n'y a qu'en France et en Belgique, dans le monde francophone principalement, qu'on est toujours dans ces débats-là qui sont des stratégies pour détourner notre regard des vrais débats. Donc, on va nous laisser 10 ans. Ah, mais vous pensez qu'il est possible d'être féministe musulmane? C'est pas un oxymore, c'est pas contradictoire. Non, le dossier, il est clôturé. Là, on a un féminisme musulman 2.0. On est à l'aube d'un post-féminisme musulman. On est face à des femmes qui, aujourd'hui, sont clairement en train de dire qu'on soit musulmane, voilée ou pas, ça ne vous regarde plus. Nous, aujourd'hui, on est dans la modest fashion. On est ingénieur. On est sportive. Et d'ailleurs, on le voit, que ce soit Nike, que ce soit les grands couturiers. Écoutez, quand vous allez à Dubaï ou quand vous allez dans ces pays-là, dans le Golfe, vous voyez que même des grands couturiers ont investi dans les abayas. Donc, on est véritablement sur des questions économiques. On est face à des femmes qui sont en train aujourd'hui de complètement révolutionner le rapport au corps qu'elles entretiennent. Elles ne sont plus là à courber les chines, à dire finalement, mon foulard, il faut qu'on l'accepte. Mon foulard, non, je vais faire en sorte de porter le foulard de telle manière pour qu'il soit accepté. Non, c'est le retournement du stigmate. C'est mon foulard, c'est de l'empowerment. Et ça, tu penses que c'est dû au fait que la communauté est de plus en plus éduquée? C'est une question générationnelle. C'est-à-dire que ma génération, nous étions dans cette posture au départ de victime parce que nous avons été écartés, on a tenté de nous écarter, de nous marginaliser de la société française. Nous sommes certaines avoir tenu bon. Et aujourd'hui, celles qui sont nées dans les années 95 jusqu'à aujourd'hui, elles ne se sont pas posé la question. C'est comme si nous avions ouvert la voie à cette nouvelle génération qui arrive, les influenceuses, les youtubeuses, toutes celles qui sont connues actuellement, elles ont entre 20 et 30 ans. Elles ne se posent plus la question de savoir s'il est possible de porter un foulard ou si on va accepter leur foulard. Elles sont dans la situation où elles se disent, alors ce courant, c'est un peu comme le féminisme musulman il y a 20 ans, il était minoritaire. On peut dire qu'il est minoritaire, mais qu'il est en train de décomplexer toute cette génération qui est en train d'arriver et qui sont en train de se dire, c'est un peu comme à l'époque du mouvement noir,
Black is beautiful, bah là c'est le Muslim is beautiful, c'est mon foulard, il peut m'embellir, il est absolument adapté et adaptable à la société dans laquelle je vis. Et je vais même plus loin, c'est même, elle nous renvoie à la figure que même le foulard, le turban peut être un élément de mode. Et donc qui déconcertent parce qu'elles viennent, elles inscrivent leur discours sur les mêmes plates-bandes que ceux qui voudraient présenter le foulard comme un objet et un symbole d'oppression. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, tout cela. C'est grâce aux réseaux sociaux parce que ça a permis de normaliser justement un nouveau profil de femmes. Alors, c'est plus les féministes musulmanes, ce sont vraiment des femmes qui sont à l'aise dans leur corps, dans leurs vêtements, dans leur foulard et même dans leur couple. Regardons aujourd'hui, observons le nombre de youtubeuses, d'influenceuses aujourd'hui qui font des vidéos YouTube, des podcasts avec leur époux. D'un point de vue symbolique, c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se parler. C'est toutes les questions, on vient sur le terrain même de la masculinité. On nous présentait un homme arabe, musulman, comme avec son grand bâton qui va taper sur sa femme. Et aujourd'hui, on est là, on a des hommes qui sont là, qui soutiennent leur épouse et qui même font le jeu de leur épouse, qui sont en train de briller sur la toile en influençant toute une génération de femmes. Donc tout ça, ce phénomène, c'est un phénomène à contre-courant. C'est un phénomène, moi, que j'appelle un peu beyond Islamophobia. Donc c'est un discours qui va et une attitude, un discours qui va au-delà de la lutte contre l'islamophobie. Il y a de l'islamophobie, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien voilà, nous, l'islamophobie actuelle, on va au-delà et on va proposer des actions, une rhétorique, un discours, des mobilisations qui vont déconstruire toute cette islamophobie et qui vont déconstruire toute cette image stéréotypée de la femme musulmane. D'accord. Donc d'après toi, on va de mieux en mieux et naturellement. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est de la résistance. Les femmes sont en train de résister, mais plus elles vont résister, plus elles vont être visibles et plus en face ça va se braquer. Attention, là on est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force qui n'est pas si simple. Je rappelle que je suis en train de parler du contexte francophone, hein, dans le monde anglo-saxon. D'ailleurs, on l'a vu, l'année où il y a eu le débat sur le burkini, c'était en 2017, je crois, où la presse anglo-saxonne était en train de se moquer de la presse francophone qui faisait sa une sur le burkini. Enfin, voyons, on voit bien que les Français, en tout cas, se ridiculisent. D'ailleurs, à chaque fois, on nous le dit chaque été, on va encore nous sortir une affaire de foulard. Et cette année, on n'y a pas loupé, on n'y a pas manqué, on n'a pas loupé. Donc, c'est un débat qui est vraiment lié à l'histoire, au passé colonial de la France, à son rapport au religieux qui est problématique, qui est conflictuel. Donc, les femmes musulmanes aujourd'hui sont véritablement en train de se réapproprier cette histoire de France et même la loi de 1905. Les femmes musulmanes, comme des intellectuels aujourd'hui, se réapproprient la substance et l'essence même de la loi de 1905 qui n'a jamais voulu, qui a au contraire révolutionné le rapport entre le politique et le religieux, mais qui n'a jamais, jamais, au grand jamais, évacué les femmes de l'espace public. Donc revenons à cette laïcité ouverte, apaisée, et luttons contre cette laïcité anticléricale, cette néo-laïcité qu'on voudrait nous imposer en France. D'accord. Donc tu parles de tout ça dans ton livre? Je parle de tout ça dans mon ouvrage, oui, tout à fait. Tu es aussi membre fondatrice de diverses organisations féminines de terrain. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors j'ai été membre fondatrice du GRFI, qui était à l'époque présidé par Asma Lamrabet. Nous avions 3 antennes, une en France, au Canada, au Maroc. Et ben l'idée c'était justement ça, c'était de concrétiser, d'implémenter le féminisme musulman sur le terrain, c'est de rappeler, de dire que nous sommes là, nous faisions de la formation. D'abord pour expliquer ce qu'est le féminisme musulman, parce qu'il y a toujours eu énormément de questionnements, de malentendus sur le féminisme musulman, puisque le féminisme renvoie dans l'inconscient collectif chez les femmes musulmanes à ces femmes qui ont voulu dévoiler, à ce féminisme civilisationnel du début du XXe siècle qui a voulu civiliser les femmes et donc ça voulait dire pousser les femmes à retirer leur foulard. Donc il s'est agi au départ de réconcilier
les femmes musulmanes avec cette identité de féministe. C'est vrai qu'avec Gerfi, on a fait un gros travail. On n'a pas poussé les femmes à se réconcilier, mais en tout cas, on proposait ce concept. Asma Lamrabet, qui a fait un énorme et formidable travail de réinterprétation. Elle en a payé d'ailleurs le prix cher, hein. Elle a travaillé sur la question de l'héritage, ce qui lui a valu d'être écartée ça va me revenir, mais en tout cas de là où elle était chargée de faire de son centre de recherche, pardon, qui était quand même proche de la Rabeta, des Ulema. Donc elle a payé le prix cher d'avoir proposé et d'avoir amené la réflexion pour une égalité dans le partage de l'héritage. Hein, donc ce sont des questions qui crispent, ce sont des questions qui sont encore nouvelles et qui sont en train à la fois de rassurer les femmes musulmanes, mais d'inquiéter certaines autres femmes aussi. Je le rappelle souvent, les plus grandes résistantes au féminisme musulman, parfois ce sont les femmes elles-mêmes. Les femmes, ce sont les gardiennes de la foi, les gardiennes des traditions. Et souvent, le féminisme musulman, il a été perçu comme un mouvement qui voulait occidentaliser le Coran, occidentaliser les femmes, alors que c'est pas cela du tout. Il ne s'agit pas de remettre le Coran en chantier, mais de dire que le Coran, dans sa nature, est porteur des éléments éthiques et moraux pour une égalité entre les genres, mais que l'interprétation aujourd'hui qui en est faite est problématique. Donc c'était un petit peu ça l'objectif des structures que nous avions montées. Donc le GERFI, nous avons principalement organisé des conférences et rencontré les savants au Maroc pour revenir avec la réalité, le quotidien des femmes musulmanes et de demander de voir quelles réflexions nous pouvions mener, quelles propositions d'interprétation nous pouvions proposer en contexte occidental, arabophone, à l'aune du XXIe siècle. En Belgique, j'avais été membre fondatrice de Femmes musulmanes de Belgique, et là, c'était, alors plutôt encore une fois, comme je le disais, le féminisme musulman en contexte européen occidental. Eh bien, c'était surtout de revenir sur les questions liées aux discriminations sociopolitiques que vivent les femmes musulmanes sur le terrain belge, mais ça a été aussi et surtout de créer des collaborations, des coalitions avec les féministes non musulmanes pour aller justement vers ces actions. Et aujourd'hui, nous, en Belgique, ce que l'on peut voir véritablement, ce sont des avancées extraordinaires en termes de collaboration avec des féministes non musulmanes, des féministes du mouvement mainstream qui collaborent avec les femmes musulmanes pour dénoncer les discriminations sociopolitiques que vivent les femmes musulmanes, notamment à cause du foulard. Il y a une belle avancée, il y a eu de belles remises en question au sein des mouvements féministes mainstream. Je peux prendre l'exemple de Actiris en Belgique, qui est l'équivalent, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'ANPE en France, qui a développé son service anti-discrimination. Donc, si vous êtes discriminé à cause de votre foulard, eh bien, il y a un service spécial qui s'occupera des plaintes. Donc, ça, c'est le contexte belge, encore une fois. Hein. Donc, en Belgique, il y a eu de belles avancées. C'était une des raisons pour lesquelles aussi je me suis fortement impliquée. Puis, dernièrement, j'ai été impliquée, mais un petit peu moins du fait de mes autres projets d'ouvrage au sein du collectif féministe Kaina. Et qui sont... Alors, Kaina, c'est un collectif féministe musulmane. Et là, la dernière thématique sur laquelle je me suis impliquée, dont nous avons organisé un colloque en 2018, c'est Afroféminisme et féminisme musulman. Et donc, c'était le premier colloque qui rappelait qu'il y avait effectivement... l'idée était de mettre à plat les deux mouvements et de voir quel projet de collaboration en tant qu'afroféministe, qui est aussi un courant qui est considéré comme un courant minoritaire, que l'on minore, que l'on marginalise. Et donc, c'était un énorme colloque qui a eu lieu ici à Bruxelles, qui a été quand même porté dans une université à l'ULB, avec notamment des grandes figures comme Rokhaya Diallo, Françoise Vergès, de grandes figures de l'afroféminisme, du féminisme musulman qui sont venus débattre. Et d'ailleurs, un ouvrage sera édité prochainement. Donc, les actes du colloque seront édités sous format d'ouvrage collectif et qui devrait être même probablement préfacé par Angela Davis. D'accord. Donc, ce que tu peux voir là, c'est qu'il y a il y a de belles. On est plus. C'est-à-dire que les femmes musulmanes ne s'enferment plus uniquement dans cette identité de féministe musulmane, car certaines le disent. S'identifier comme féministe musulmane peut polariser, peut diviser. Donc nous sommes féministes tout court. Sur certaines questions, il y a à mobiliser l'argumentaire religieux islamique. Lorsqu'il s'agit de lutter contre des pratiques culturelles, il faut mobiliser le jargon
et les arguments islamiques, le Coran, la Sunna, pour dénoncer des pratiques comme les mariages forcés, comme l'excision, qui sont encore des pratiques culturelles que nous vivons. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de lutter contre les discriminations sociopolitiques, nous avons un arsenal lié aux droits humains pour dénoncer ces discriminations. Et là, on n'est plus des féministes musulmanes, on est des féministes tout court. Donc c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Il y a une évolution. Et c'est pour ça que je parle de ce post-féminisme musulman, ce féminisme musulman 2.0 qui a émergé déjà depuis 4-5 ans. Donc, si je comprends bien ce que je dis, en fait, la meilleure manière de réaffirmer ses droits pour une femme musulmane ou même pour les Oui, hommes, hein, c'est oui, vraiment tout à fait. d'assumer ce que l'on pense et puis d'en parler dans les réseaux sociaux, de faire des interventions, de s'éduquer. Tout à Euh, fait, tout à fait. on n'a pas forcément besoin de passer par... Comment? De se justifier surtout. Oui, Tout à fait, parce que la justification, moi je l'ai souvent dit, quand on nous a mis sur le terrain du débat lié au foulard islamique, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit attention, on est en train de nous mettre sur le débat pour que nous nous fatiguions à débattre, à lutter, à s'expliquer, à se justifier. Or, les véritables débats sociétaux ne se situent pas sur le foulard islamique. C'est une stratégie politique que l'on utilise pour détourner notre regard des vrais problèmes politiques. Et c'est pour ça que je parlais de ce nouveau phénomène de femmes à contre-courant, toutes celles qui sont dans les réseaux sociaux, qui font la promotion de la modest fashion, les influenceuses, les youtubeuses, elles l'ont compris ça. Elles ne parlent pas de foulard. Elles s'imposent avec leur foulard et elles parlent d'autres thématiques qui les touchent et qui les concernent en tant que femmes, dans leur féminité. j'ai aussi vu que tu étais Global Goodwill Ambassador. Oui. Alors le Global Goodwill Ambassador, donc c'est un réseau qui a été créé par Richard Dipilia, qui repère en fait sur LinkedIn toutes les personnes qui font un travail humanitaire en lien avec le respect de la dignité humaine. Donc c'est un réseau de 16 000 Global Goodwill Ambassadors dans 215 pays différents. Et donc l'idée c'est de nous promouvoir, de nous mettre en réseau et puis de discuter, de partager nos expériences de terrain, de nous donner des outils et puis de se réunir dans le cadre de World Forum qui réunira les GGH Humanitarian Ambassadors pour pouvoir aller vers un monde meilleur. Donc c'est surtout un réseau à la base virtuel qui permet de créer des relations, des échanges culturels, échanges d'expériences, collaboration pour celles qui le souhaitent, etc., etc. Cool, ça a l'air Oui. super. C'est impliqué dans beaucoup de choses. C'est un chouette, oui, parce que moi j'ai rencontré de chouettes personnes et sur les questions du genre, par exemple, je discute beaucoup avec les sœurs du Pakistan, les sœurs d'Afrique, etc. On partage nos problématiques de femmes, on partage nos stratégies d'empowerment, etc. Et puis parfois la stratégie de la pakistanaise, je réfléchis à comment la mettre en place en Belgique. Donc oui, c'est très stimulant, c'est très inspirant. C'est un réseau très 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 inspirant. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Donc tu es mère de 2 enfants, mariée, tu investis dans plusieurs projets. Comment est-ce que tu gères tout ça? Et oui, et surtout la priorité de ma vie, c'est la priorité. J'essaye de mettre une priorité sur ma spiritualité et le sport. Donc ce sont deux paramètres avec lesquels je ne badine pas. J'essaie de pouvoir respecter mon programme spirituel et mon programme sportif avant de pouvoir m'engager dans tous ces projets sociopolitiques, etc. Évidemment, sachant que la priorité des priorités, ma famille, mes filles, leur éducation, le fait que je puisse faire de mes filles des jeunes filles épanouies. Hein. La famille, c'est une micro-société. Pour avoir une société épanouie, il faut que nos enfants soient épanouis, donc c'est la priorité. J'essaye d'être. Alors d'abord, j'essaye d'être très organisée, de mettre la priorité, de remettre les priorités à leur place, et surtout de ne pas aller là où c'est contre-productif. C'est-à-dire que moi, les réunionites, ça fait des années que c'est terminé. J'essaye d'éviter les réunions qui tirent en longueur.
C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, grâce aux réseaux sociaux, attention, hein, les réseaux sociaux ont amélioré moi ma qualité d'engagement. Je peux travailler de la maison de manière à être présente. Mais alors, lorsque je suis engagée sur un projet, je vais donner 2-3 jours sur le projet, puis ensuite je laisse une semaine de qualité, de présence avec mes enfants, ma famille, mon époux. Je ne m'engage pas dans, je ne m'engage dans aucun projet ni conférence pendant les vacances scolaires. Ça, les vacances scolaires, ce sont les vacances des enfants. Donc, je pars à l'étranger me ressourcer en famille. Et puis, je reviens et je me réengage quelques jours. Et puis ensuite, je disparais. J'essaie de beaucoup travailler depuis la maison, tout en mettant des limites aux réseaux sociaux. Alors, tout ce qui est LinkedIn, Instagram, ce n'est pas moi qui gère, quasi. Je réponds parfois à certains messages, mais ce sont mes filles. Et puis, l'écriture, l'engagement, les conférences, c'est secondaire, mais c'est aussi au cœur de ma vie puisque ça fait partie, bah, voilà, d'un combat que j'ai choisi de mener. Et j'essaye de trouver un équilibre. Hein. D'ailleurs, je l'ai toujours dit à mes enfants, le jour où je serai une militante aigrie, alors il faudra impérativement me suggérer ou me proposer de me retirer. Non. Moi, ce que je veux, c'est continuer en tout cas, tant que j'ai cette inspiration, ces réflexions, je veux continuer de donner des outils. Là, j'ai rencontré avant-hier 2 jeunes filles, bah, dont Yasmine Ouiran, d'ailleurs, que vous avez eu en Oui. podcast, et Sarah Lou, une Mhm. influenceuse aussi qu'il faudrait aussi avoir. Sarah Lou et bien c'était et Fatima Zibou aussi qui est une grande actrice de changement ici à Bruxelles et Mhm. toutes les trois on s'est vues mais on s'est ressourcées spirituellement, on s'est ressourcées au niveau de nos projets, au niveau du sens, le pourquoi, revenir à nos intentions, revenir au sens du sens par rapport à nos projets et se rappeler que voilà il faut faire en sorte de servir une cause et non pas nos égos. Et tout ça, Oui. ça nécessite un sacré travail de réflexion, mais de pause, de silence, pour mieux revenir. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de remise en question. C'est très Tout à important, je fait, trouve. tout à Mm. fait, systématiquement. Mm. Et ça, la famille, les enfants, l'époux sont là pour nous le rappeler. Donc ça, c'est formidable d'avoir des personnes qui sont autour et qui nous observent, parce que parfois, on peut avoir la tête dans le guidon. On peut avoir la tête dans le guidon et ne pas voir ce qui se passe aux alentours. Et c'est la raison aussi pour laquelle, de plus en plus, je me pose la question de savoir est-ce que je ne vais pas plus me consacrer sur l'écriture et moins me déplacer, moins bouger. Oui. C'est une question de réflexion que je mène. Voilà. Mm. Il y a une belle génération qui arrive. Hein. Moi, vraiment, parfois, je me dis, mais ça y est, j'ai fait mon temps, en fait. Et c'est ça aussi, parfois, avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait son temps. Et de se dire, voilà, moi, j'ai besoin maintenant oui, j'ai plus envie de me recentrer sur moi, me nourrir de nouveau, beaucoup lire pour reproduire, mais c'est plus nécessaire de se déplacer. Je pense qu'à travers l'ouvrage, à travers les écrits, on laisse des traces. C'est vrai que Oui. je pense que je vais plus m'orienter vers ça. D'accord. Au vu de ta grande expérience dans l'activisme, quel conseil tu pourrais donner à une femme qui commence sa carrière ou sa vie de famille, ou les deux, dans ce contexte francophone Ouais, un peu houleux? ouais, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est une question qui revient systématiquement, et je crois que c'est les principaux messages que je reçois sur LinkedIn, Insta, sur les réseaux sociaux, c'est comment concilier sa vie de famille, l'engagement et puis une carrière. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'être coachée par des figures des femmes qui auraient pu me donner les outils. Si j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir pu avoir de grandes discussions avec Asma Lamrabet dans les années 2009, 2010, 2011, Mhm. qui a eu effectivement un grand rôle, qui était de me rappeler que ma priorité devait véritablement être les enfants et la famille. Et Mhm. lorsqu'on a créé son cocon familial, qu'il y a un bel équilibre au sein du cocon familial, mais pas seulement dans dans son bien-être de mère. Surtout dans son bien-être, ce que j'ai découvert, c'est dans son bien-être physique avant tout. D'ailleurs,
Le prophète alayhi salam le rappelait, il disait qu'il fallait diviser son temps en trois, un tiers de son temps entre soi et soi, un tiers de son temps entre soi et Dieu et un tiers de son temps entre soi et sa communauté et sa famille. Donc pour être une femme épanouie, pour trouver cet équilibre, il faut d'abord être bien avec soi-même, dans son bien-être physique, son bien-être, sa santé psychologique et mentale en tant que femme. Combien de femmes aujourd'hui sont mères de famille, travaillent, mais ne sont pas bien psychologiquement. Elles vont mal. Elles se sentent pas respectées dans leur féminité, elles se sentent parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Et c'est vrai que c'est très très important de pouvoir prendre soin de soi en tant que femme à travers le sport, à travers la spiritualité, à travers le sport quand on peut, à travers la spiritualité. Ça peut être aussi des balades dans la nature. Moi, je marche 1 heure et demie par jour dans la nature. D'ailleurs, mon cycle matinal, je le fais dans la nature. Super. J'ai cette chance d'habiter dans un parc, donc je dépose ma fille à l'école à 7h30 et puis ensuite je me dirige dans le parc et au pied d'un arbre, je fais mon cycle du matin. Et donc c'est ce qui me ressource, c'est ce qui me nourrit pour attaquer ensuite la journée en tant que maman, donc la maison, les repas et ensuite tout le travail intellectuel et professionnel. Donc je Mhm. conseillerais de mettre au cœur de sa lutte avant tout son bien-être personnel, spirituel, physique, psychologique et mental. Parce qu'une fois que cela est acquis, alors vous êtes une maman ou une femme épanouie qui peut à ce moment-là rayonner. Nous avons trop affaire à des femmes qui ne sont pas épanouies avec elles-mêmes, qui ne peuvent pas être épanouies dans leur foyer, des mamans ou des femmes qui ne peuvent pas rayonner parce qu'à l'intérieur, il y a des blessures. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravie de voir toutes ces femmes aujourd'hui musulmanes qui s'engagent tous les domaines du coaching, du développement personnel. Aujourd'hui, c'est formidable ce qui se passe dans la communauté musulmane. Ces femmes entrepreneurs qui sont en train de proposer de prendre en charge les mamans, les femmes. Ces femmes qui aujourd'hui sont diététiciennes, en hygiène alimentaire, etc., qui sont musulmanes. Ça, aujourd'hui, vraiment, la communauté musulmane féminine a une pléthore, une belle brochette de femmes qui sont spécialisées dans tous ces domaines que pour nous donner les outils et être dans un formidable bien-être pour être des femmes épanouies dans notre être, dans notre intériorité, dans notre foyer, dans le travail et dans notre engagement. Ça ne sert à rien de prendre la parole. Si nous prenons la parole, en tout cas moi et d'autres en tant que conférencière, si nous sommes des femmes, j'ai envie de dire, qui sommes aigris, qui n'allons pas bien, parce qu'il n'y a rien à faire. Comme le dit la loi de la vibration, nous vibrons, et ce que nous dégageons, ce qui se dégage de nous, c'est important que ce soit que du positif et que du bien-être pour pouvoir inspirer. Ça part de là. D'accord. Ça a été quoi une de tes plus grosses difficultés dans ton parcours? Une ou plusieurs? Ah, les difficultés, je crois que une de mes plus grosses difficultés, et qui l'est encore, hein, c'est d'être spontanée et moi-même. Mhm. Euh, Comme le disait une collègue, elle me disait de la même manière, tu peux inspirer et toucher, tu peux aussi agacer. Et je peux le comprendre, je peux l'entendre. Hein. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où, et je l'ai encore vécu la semaine dernière dans un débat qui était quand même assez complexe, où on ne veut pas voir, justement. Je parlais d'épanouissement il y a 2 minutes. On ne veut pas voir de femmes musulmanes épanouies. En tout cas, j'essaie d'atteindre cet épanouissement. On se bat au quotidien pour aller vers cet épanouissement. Et c'est vrai que les femmes qu'on a face à nous, souvent, ce sont des femmes qui ont du mal à voir des femmes musulmanes, voilées, épanouies, souriantes. Et ça, c'est une grande difficulté que j'ai. Enfin, ce n'est pas une difficulté pour moi, c'est une difficulté parfois pour les autres qui veulent continuer d'entretenir cette image d'une femme voilée qui fait la tête sous son foulard, qui est malheureuse et qu'il faut libérer. Moi, je suis un peu dans cette posture de dire ne me libérez pas, je m'en charge, donc je n'ai pas besoin d'être libérée, je vais très bien. Et je dirais que c'est une difficulté parce que dans les débats et dans tout ce qu'on est en train de mettre sur pied, parfois on ne veut pas de profil comme le mien parce que Mhm. justement je déconstruis et je contrecarre le projet que elles ont, qui est de montrer une femme qui est mal sous son foulard et mal dans ses baskets. Donc ça, c'est une difficulté qui m'a toujours accompagnée, qui m'accompagne encore aujourd'hui.
La semaine dernière, j'ai eu un débat avec une dame. Et c'est vrai qu'on m'a dit, ah, mais tu vas débattre avec cette personne, ça va être compliqué parce c'est une laïcarde, elle est anti-religieuse, etc. Elle va te rentrer dedans. Est-ce que tu as préparé tes arguments? Est-ce que j'ai répondu? Je lui ai dit, mais moi, je ne vais pas du tout lui faire la guerre. Qu'elle se fasse la guerre à elle-même. Moi, au contraire, j'y vais avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Je n'ai plus de temps à donner à débattre de manière, à guerroyer dans les débats. Aujourd'hui, je crois que l'heure est vraiment est véritablement à la compassion entre femmes, à se dire au fond, même si nous adoptons des codes vestimentaires, si nous avons des modes de vie qui sont différents, nous sommes des femmes avant tout. Nous sommes des femmes avant tout. Et j'essaye d'aller de plus en plus vers ça pour réconcilier et ça porte ses fruits parce que j'ai eu énormément de femmes qui me le disaient clairement, Malika, mais pour nous, c'était difficile de même pouvoir débattre avec une femme voilée ou de collaborer. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, vous êtes des femmes comme toutes les autres. Donc, c'est un gros travail qu'il faut faire, un travail qui est de mettre de côté son ego. Et au fond, comme disait une collègue, souvent on est dans l'ego trip et il faut savoir parler, il faut savoir à certains moments mettre de côté son ego, sa colère, ses blessures pour pouvoir ouvrir des horizons d'espoir, de collaboration. C'est pas facile, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Très inspirant. On arrive à la fin de ce podcast. On dépasse un peu du temps, je suis désolé. Du coup, tu nous as parlé déjà de tes projets pour la suite. Donc, en fait, tu disais que tu voulais juste te consacrer de plus en plus. Voilà. Pour le moment, je suis sur des écrits, des projets de publication. Donc, le deuxième livre qui sortira en 2020, l'ouvrage collectif sur les afroféminismes et féminismes musulmans. Et puis, après, au fond, moi, je suis quelqu'un qui suis très détaché. Donc, comme je le dis souvent, Dieu est au contrôle de ma vie. Moi, je me réveille le matin, je confie ma vie et ma journée à Dieu et j'attends de voir ce qui se passe. Mais toujours, j'essaie de rester toujours dans ce détachement et dans cette confiance d'aller vers des projets qui soient productifs, mais surtout des projets, moi, qui me fassent grandir. J'essaye de me détacher de ces ambitions. J'essaye de ne pas être carriériste. Si je voulais être carriériste, je pense que j'aurais eu un poste fixe déjà depuis des années. Mais après, quelqu'un d'autonome, d'indépendante, je suis et je veux rester une parole libre. Donc voilà, on sait que jusque juin, je suis sur le projet de publication. Et puis après, advienne que pourra. Et comment est-ce que tu progresses? Ça va être quelque chose de très, très important pour toi. Comment est-ce que tu fais pour progresser? Alors, alors je sais pas si je vois ça en termes de progression, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ma grille de lecture, c'est de me dire est-ce que euh, est-ce que je est-ce, est-ce que je suis meilleure avec moi-même pour être meilleure avec les autres. Parce que quand on est quand même dans le milieu associatif, voire politique, hein, ce n'est pas évident de rester fidèle à son éthique. Et moi, ça, c'est la lutte que je mène au quotidien, de rester en phase avec mes principes, avec mon éthique, avec ma foi. Avant d'être une femme engagée, je suis une femme de foi. Et encore une fois, ce que je mets au cœur et au centre de ma vie, c'est ma spiritualité et ma foi que j'essaye de bonifier. Donc voilà, s'il y a une excellence vers laquelle j'essaye d'aller et je me bats au quotidien, c'est cette excellence justement de cœur, de foi, de partage, de solidarité, de bienveillance, et pas seulement du bout de la langue. Parce que c'est facile on parle beaucoup de bienveillance, hein, c'est un peu le buzzword, un terme vedette comme je disais tout à l'heure, mais on le prononce du bout de la langue, mais on a du mal à le mettre en pratique. Et donc moi, si tu veux, c'est un petit peu tous ces paramètres-là que j'essaye de mettre en pratique parce que chaque jour, je me réveille en remerciant Dieu d'être toujours de ce monde, mais que la vie passe et la vie passe même plus vite qu'on ne peut se l'imaginer et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Dieu élève et Dieu rabaisse et demain, je peux ne plus exister. Donc, on peut dire que voilà, ma progression, c'est plus vers une progression vers le lâcher prise, vers le détachement et de me dire que chaque jour je dois être meilleure vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon entourage et au plus proche de Dieu. D'accord.
Très inspirant en tout cas. Merci. Dernière question avant qu'on se sépare. Est-ce que tu as un livre, en dehors du tien, que je mettrai en description bien sûr, que tu recommandes, qui t'a particulièrement inspiré, aidé dans ton parcours? Oui, moi une figure comme Angela Davis m'a fondamentalement aidée parce que Angela Davis déjà, bon, c'est une icône. Elle a tout un parcours extrêmement inspirant par rapport à la lutte qu'elle a menée. D'ailleurs, je recommande son ouvrage Une lutte sans trêve, dans lequel elle rappelle, et c'est là où je fais des parallèles avec le féminisme musulman, le black féminisme. Je dis souvent que le féminisme musulman est au black feminism un mouvement en fait, on pourrait mettre en miroir le black feminism et le féminisme musulman. Une lutte sans trêve revient sur la lutte du black feminism qui fait écho aux féministes musulmanes aujourd'hui en Europe. Nous pourrions mettre d'ailleurs ces deux mouvements en miroir et Angela Davis rappelle constamment que l'irruption finalement du black feminism a mis en exergue de nouvelles luttes, qui a posé de nouvelles questions et qui du coup a poussé les actrices à penser de nouvelles stratégies de libération. Et c'est exactement ce qui s'est passé au sein des courants féministes musulmans il y a 10 ans. Donc c'est un livre qui m'a énormément inspirée en termes de stratégie, en termes d'outils, qui m'a inspirée aussi par rapport à la figure d'Angela Davis, qui a été une vraie militante, mais surtout, dernièrement, elle a répondu à une interview et je me suis tout à fait retrouvée. Et c'est là où vraiment je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est exactement Angela Davis qui fait écho en moi aujourd'hui, c'est qu'elle rappelait qu'aujourd'hui, pour parvenir à un activisme épanoui et apaisé, eh bien, il faut d'abord parvenir à une spiritualité et à une vie intérieure apaisée. Donc, Angela Davis dit ça aujourd'hui, à son âge, après peut-être presque 40-50 ans d'activisme. Eh bien, je trouve ça tellement puissant, tellement inspirant, lorsque l'on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément d'activistes musulmanes qui vont vous parler d'engagement, de combat. Et moi, c'est ce que j'appelle la surexcitation, mais qui ont oublié le sens véritable de ce que l'on mène en fait, du combat. Finalement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au fond, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'activisme un sens existentiel, exister à travers notre activisme et oublier le sens de notre engagement? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est en train de servir notre ego ou est-ce qu'on est véritablement en train de servir une cause? Et c'est une lutte au quotidien. Voilà. D'accord. En tout cas, Malika, je te remercie beaucoup pour ton Avec intervention. grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que moi-même, je fais un. En fait, nous sommes en train d'enregistrer un podcast, et à travers tes questions, en fait, tu es en train de m'amener à faire un magnifique voyage spirituel, politique, intellectuel, au cœur de 20 ans d'engagement. Et je te remercie pour ça. C'est moi qui suis Merci. honoré. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.